nous étions toujours en conflit l'année dernière et que le candidat Hollande est venu non seulement nous saluer, mais il nous a même félicité pour le combat que nous menions. Donc la revendication, il la connaissait. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, ce qui est quand même dramatique dans cette affaire, c'est que le gouvernement ait négocié un accord pour nous, mais sans nous. Ça aussi, c'est une première dans notre histoire. Donc ceux qui ont peur, effectivement, que peut-être, à force de continuer le conflit, on perde tout, je peux vous assurer qu'en tout cas, nous, on s'est engagé avec personne, et personne ne s'est engagé avec nous. Si Mittal, parce que nous sommes des vilains syndicalistes, nous menace de ne plus investir parce que les grèves continuent, le blocage continue, eh bien écoute, il ira s'expliquer avec les héros Hollande. Hein. C'est avec eux qu'il s'est engagé, c'est pas avec nous. Hein. Nous, on n'a pas donné de feu vert à cet accord. Et je serais curieux de voir quelle serait l'attitude du gouvernement à ce moment-là, si toutefois il mettait à exécution ces menaces, tout ça pour dire que Mittal ne changera jamais, il ne connaît que ça, la menace et la peur. Et je peux comprendre, on comprend que les uns les autres, les pressions que vous subissiez vous fassent peur et que vous êtes en situation de délicatesse, parce que quand vous pouvez face à votre chef, seul, face à face, il est très difficile de dire non. Il est très difficile de dire non, je ne veux pas signer la pétition, ou il est très difficile de dire non, je ne veux pas interpeller les syndicats pour qu'ils arrêtent leurs conneries. Alors quel est le but de ces blocages? Encore une fois, c'est d'expliquer à Mittal que nous, on ne s'y reconnaît pas dans cet accord. Ce qu'on souhaite, c'est le maintien de la filière liquide, du site intégré, et que ça va continuer. Et que nous sommes capables de lui faire mal, que la production, elle sortira, à condition que nous soyons d'accord qu'elle sorte. Parce que Édouard Martin bien dit, je crois que si on est là, c'est pas uniquement pour écouter, mais encore qu'écouter c'est toujours important et intéressant, c'est aussi pour apporter notre témoignage. Alors je pense qu'au point où on en est, c'est plus la peine de tourner effectivement autour de quelques fantasmes. Les choses sont relativement claires et simples. Un jour, Bernard Serin a rencontré des élus et il a aussi rencontré Arnaud Montebourg. Et Bernard Serin a effectivement été d'une certaine manière sollicité, enfin il y a eu un échange, et il a fait comprendre qu'il était en capacité de faire une proposition bon, qui variait dans le temps, mais c'est vrai que dans un premier temps, c'était quasiment la construction d'une deuxième usine à froid. Tout à l'heure, Édouard l'a expliqué, je crois, de façon très explicite pour ceux qui sont des spécialistes. Je ne reviendrai pas là-dessus. En réalité, l'objectif, c'était tout simplement de mettre d'abord la pression sur Mittal, en ce qui nous concernait en tout cas, puisqu'on avait le sentiment que s'il n'y avait pas de pression, Mittal ferait effectivement ce qu'il voudrait. Dans un deuxième temps, on s'est rendu compte que ce projet pouvait effectivement être porteur. C'est la raison pour laquelle on a sollicité un certain nombre d'élus, de droite et de gauche, qui tous se sont mobilisés pour envisager une nationalisation temporaire qui aurait permis ensuite de céder à la société, on ne sait pas comment on l'appellerait, mais en tout cas Bernard Serin. Effectivement, pour exproprier, c'est le droit en France. Il faut bien sûr nationaliser temporairement, et bien sûr je suis pour toute nationalisation permanente de la sidérurgie, on a vu ce que ça donnait. Mais la nationalisation temporaire, et j'ai posé moi la question au Sénat qui m'a répondu, permettait ensuite, peut-être, parce qu'il faut mettre en place, c'est un peu complexe, hein, il faut mettre en place une commission de dénationalisation, et donc tout le monde a le droit de racheter. Ce n'était pas l'entrepreneur potentiel qui était sûr de reprendre. Mais bon, il y a de bonnes chances que ça soit lui. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas se tromper de combat. Les élus, on est généralistes, mais on est aussi avec vous. Alors, c'est sûr, hein, dans la salle, on fait interpeller, on va nous dire qu'on est payé pour ça, et en tant que ministre, c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est les élus qui en prennent. Mais sans les élus, il n'y a pas de possibilité de transformer le combat que vous menez. Et bien sûr qu'on est à vos côtés, bien sûr que Michel Villot il est à vos côtés, bien sûr qu'il était avec moi à Paris, et on est tous pareils, bien sûr qu'on n'a pas abouti. On n'a pas abouti, mais on n'est pas. C'est pas parce qu'on n'aboutit pas sur la solution là que nous on va désespérer et souhaiter que ça soit une autre politique qui soit mise en place. Bien sûr qu'on continuera à travailler, et je le dis tout simplement, l'engagement qui a été pris dans cet accord, s'il n'est pas tenu, bien sûr qu'il va falloir revoir ce qu'on peut remettre sur la table, à condition que ce soit toujours possible. Et ça, c'est à nous de. Bon. C'est vrai qu'on n'a pas le rôle le plus facile, mais moi ça ne me gêne pas. Je préfère vous dire la vérité telle que je la ressens aujourd'hui, les difficultés qu'on a, plutôt que de vous raconter des conneries, de vous dire qu'il suffira de mobiliser et qu'on aura gain de cause à coup sûr. Parce que ça, j'y crois pas. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai bien compris que vous vouliez plus de Mittal. Bon, ça c'est clair, net et précis. Ceci étant dit, le problème, c'est de savoir comment on peut s'en débarrasser de Mittal. Alors,
reprenons les choses les unes après les autres. On en est où ce soir? Jean-Pierre Masseret a dit, moi ça ne me pose pas de problème, il y aura un débat au niveau de la région Lorraine. Bon, ceci étant dit, je ne suis pas sûr que ce soit la région Lorraine qui décidera. On a bien compris, et beaucoup d'ailleurs l'accusent, c'est Jean-Marc Ayrault qui, selon vous, a effectivement tranché en faveur de l'option on continue avec Mittal et on a un comité de suivi pour des engagements qui ne dépassent pas 50 millions d'euros. Bon. Après, on peut effectivement, Jean-Marc vient de le dire, on peut revenir à l'option Montebourg. Moi, je vous fais 2-3 propositions très concrètes. Parce qu'effectivement, ça se décidera chez Hollande, chez Ayrault, chez Montebourg et à l'Assemblée nationale, et pas ailleurs. On va se faire d'illusions, peut-être un petit peu sur le plan européen. Parce que je pense que l'Allemagne pèsera, que le Luxembourg pèsera. Édouard, là-dessus, on a peut-être une petite divergence. Je pense que ces pays-là font aussi pression, parce qu'ils ont des intérêts financiers dans cette affaire. Et Bernard Serin me l'a dit, et il te l'a dit également, y compris avec des banques à Dubaï. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Mais ceci étant dit, mercredi soir, s'il y en a qui veulent rester à Paris, puisque vous allez chez Hollande, il y a un débat avec Arnaud Montebourg. Je viens d'avoir, tout à l'heure, il m'a appelé parce qu'il veut connaître la question que je vais lui poser. Arnaud. Moi, je peux poser la question que vous rédigez, ça ne pose aucun problème. Puisqu'on est, on est là pour porter votre parole. C'est vrai, Thionville est la métropole du fer, encore que cette appellation en réalité trouve son origine dans le chemin de fer en réalité. Mais moi je la revendique tout à fait pour la sidérurgie et je suis tout à fait prêt à le faire. Écoutez, moi en tant qu'élu local, je suis à vos côtés modestement et la majorité à Thionville est à vos côtés. À chaque fois que j'ai pu être présent dans vos manifestations, je l'ai fait. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que dans cette affaire, ce dont il s'agit, c'est de construire un rapport de force. J'ai parfois l'impression que vous pensez que tout cela, finalement, relèverait d'une certaine forme de mauvaise volonté de la part du gouvernement. Honnêtement, on ne peut pas faire une analyse psychologique. C'est pas de la psychologie, cette histoire-là, c'est une affaire de rapport de force. La question est de savoir si aujourd'hui, la France, dont je vous rappelle que le déficit de la balance du commerce extérieur est de 75 milliards d'euros par an, si l'État français, qui est endetté à hauteur de 1800 milliards d'euros, est-ce que la France et l'État français sont en mesure d'engager un bras de fer à l'heure actuelle avec le grand capital? Parce que derrière Mittal, derrière la bataille de Florange, ce dont il est question, c'est d'affronter ni plus ni moins que le capital à l'échelle internationale. C'est une lutte qui est engagée depuis des décennies. Et ce que le gouvernement a apprécié, c'est qu'en l'état, il n'était peut-être pas judicieux d'affronter de manière brutale le grand capital dans les conditions de l'économie française, de l'État français aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la bataille est terminée. Ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. Cela veut dire qu'il faut continuer à nous battre. Que ce que nous avons vécu, c'est une étape de la lutte. Et moi, je souhaite que les salariés se mobilisent en masse pour créer le rapport de force. Le gouvernement, il ne peut être à vos côtés qu'à la condition que la mobilisation des salariés soit pleine, entière et forte. C'est ça qu'il faut faire. Ah, mais ils sont là, les élus. Bordel, on est de gauche, qu'est-ce que vous croyez? Vous ne voyez pas qu'on n'est pas meurtri aussi par ça? Qu'est-ce que vous imaginez?